Est-ce que vous savez que si on organise une élection libre et transparente au Cameroun, quel que soit le candidat qui sera en face, Paul Biya sera battu? Ah bon? Oui, je dis bien quel que soit, parce que le problème ne se situe pas au niveau de l'opposition d'un parti X. Le problème se situe, comme je l'ai toujours dit, entre les en bas d'en bas et les en haut d'en haut, c'est-à-dire le bas peuple et les jouisseurs. Lorsque vous essayez de voir ce qui a été fait au niveau de la loi des finances, avec la pression fiscale, avec l'inflation qui ne fait que grandir, avec des situations sécuritaires non maîtrisables depuis des années. Si on prend par exemple le cas du NOZO, le dernier rapport d'International Crisis Group qui date de 2020 parlait déjà de près de 6 000 morts. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il est possible qu'un peuple qui est vraiment libre, qui s'exprime librement, puisse apporter son soutien à un ogre dominant qui totalise autant de contre-performances managériales? Donc, le problème ne se pose pas au niveau de la capacité de l'opposition à pouvoir battre Biya, mais en termes de liberté d'action au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer. Et cela commence donc par la libération totale du jeu. Il faut libérer le jeu électoral au Cameroun. J'aimerais bien pouvoir défendre la deuxième école, l'école légaliste, qui dit que si la loi autorise le président Paul Biya à se présenter, il n'y a pas de problème. Je réponds rapidement et de manière expéditive à cette école que si le président Paul Biya s'autorise à se présenter, puisqu'il est la loi, il y a eu un moment où la loi ne l'autorisait pas à avoir un autre mandat. Il a abrogé cette loi-là pour s'autoriser ce que la loi ne lui donnait pas comme... C'est en 2008. Voilà, donc il peut s'autoriser toutes choses. Pour rejoindre la deuxième école, je dis il y a deux problèmes. Il y a une professeure de politologie, Hannah Arendt, qui dit que ce qui a de passionnant dans la vie humaine, c'est la compétition. Mais cette compétition est d'autant plus passionnante qu'elle donne la possibilité aux gens de gagner ou de perdre. Quand on enlève cet aspect-là, la possibilité, vous allez à un concours. Qu'est-ce qui fait que les jeunes n'aillent plus faire des concours au Cameroun? C'est parce qu'on a enlevé ce charme de la compétition, la possibilité de gagner ou de perdre. On sait déjà qui va gagner. Vous allez compétir, vous êtes le meilleur étudiant, vos camarades savent que vous les battez à plate couture, mais eux, ils savent qu'ils vont gagner. Et vous, vous savez que vous allez perdre. Cela enlève le charme. Parfois ici, si tu vas compétir maintenant à l'estique, je prends un exemple, tu risques de perdre. Tu comprends ça? Je comprends. Tu risques de perdre. Et un enfant que tu gères ici à la rédaction risque de gagner. Alors, voilà ce qui enlève le charme. Le système actuel et la candidature de Paul Biya dépolitisent les Camerounais. Il manque de légitimité. Pourquoi? Vous voyez le Tchad tout à côté, c'est à peu près 15 millions d'habitants, récemment 8 millions d'électeurs, avec une participation de plus de 6 millions d'âmes. Le Cameroun, c'est à peu près le double de la population tchadienne. Oui. 7 millions quelque chose d'inscrits, avec un président de la République aux dernières élections voté par moins de 3 millions de personnes. 2 500 000. À ici, c'est ça qu'on appelle la légitimité. Dans ces conditions, les politiciens devraient se poser des questions. Je veux dire que si vous êtes dans une réunion des Mbarkono, vous êtes 600 Mbarkono. Il y a une élection, 50 Mbarkono votent un président. Est-ce que nous-mêmes ne se sentons pas mal avec 550 Mbarkono qui ne se sont pas intéressés au processus, mais qui demeurent des Mbarkono et qui assistent aux réunions des Mbarkono, qui lors d'une réunion peuvent l'attraper et les 50 autres personnes fuir avec eux dans la brousse? Vous voyez le problème? Est-ce que ces gens ne se posent pas de questions? En dépolitisant la société, ils ont créé une absence de légitimation de leur propre pouvoir. Biya, moi je dis, il a gagné l'élection de 2018. Mais il a mal gagné. Il a eu 2 500 000 Camerounais. Sur une possibilité de 17 millions de Camerounais qui auraient pu s'exprimer. Il doit donc se sentir illégitime au milieu de ces Camerounais-là. Et tant qu'il est là, et tant que les Camerounais rejoignent la pensée de Hannah Arendt
où il n'y a pas de possibilité de gagner ou de vaincre, où on sait déjà qui va gagner, ils se tiendront à l'écart. C'est donc lui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de légitimité, pas de légalité. C'est lui qui fait qu'il n'y ait pas de légitimité dans une élection. Très bien. En s'en retirant, la conséquence sera une repolitisation des citoyens et alors une ouverture de jeu. Si Biya se retire là, il verra 17 millions de votants, c'est-à-dire de Camerounais qui seront prêts à exprimer leur vote. Et il verra un Camerounais qui sera élu avec plus de 8 millions de Camerounais qui l'auront voté. Merci. Moi, je pense qu'elle dérange d'abord parce que je pense que si le président actuel se représentait, il avait toutes les chances du monde, il a toutes les chances du monde de l'emporter. Je laisse de côté les questions légalistes, légitimité et autres, pour rester purement et simplement factuel, j'allais même dire terre à terre. Si le président actuel se présente, au regard de la configuration des choses, c'est-à-dire la loi, son statut, sa présence, le fait qu'on n'organise pas une élection pour la perdre, qu'il a sur le terrain... Comment ça, on n'organise pas une élection pour la perdre? Je ne vais pas rentrer dans ces petites préoccupations. C'est camerounais ou bien vous parlez de manière générale? En général, on n'organise pas une élection pour la perdre. Il a des relais locaux au niveau des préfets, sous-préfets, des chefs traditionnels et autres qui font que, de mon point de vue, il a beaucoup de chances de l'emporter. Ce qui, moi, me pose un problème, c'est qu'il aura vaincu à vaincre sans péril, on triomphe souvent sans gloire, mais surtout qu'il va manquer un problème de la responsabilité. Moi, je pense que la responsabilité de celui qui va être désigné, qui a été élu dans ces conditions, ne lui donne pas la possibilité de pouvoir changer véritablement les choses. On l'a vu d'ailleurs lors de l'élection précédente. Il a fait une seule sortie de campagne où il a été à l'extrême nord, il n'a rien promis de particulier, et résultat des courses, pendant les 7 ans qui ont suivi, il n'a rien fait. Il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait rien promis. Et c'est exactement... Vous pensez qu'en 7 ans, le président Paul Biya n'a rien fait au Cameroun? Je ne peux pas dire qu'il n'ait rien fait pour être vraiment honnête. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui ne sont pas à la hauteur, à la dimension, non seulement des besoins, mais également des capacités réelles d'un président de la République qui finalement a sur lui tous les pouvoirs. Il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir populaire. Donc, quand on voit ce résultat, il y a quelques temps, on a été interrompu par une coupure d'électricité. Elle a duré quelques minutes parce que votre groupe Relais a justement pris. Beaucoup de citoyens n'ont pas cette possibilité, qui parfois sont obligés de travailler de leurs mains pour pouvoir gagner leur pain. Bien. Et nous avons donc beaucoup de défaillances comme ça, qui, de mon point de vue, sont des défaillances conjoncturelles, mais qui définissent, qui traduisent des difficultés structurelles. Et qui, de mon point de vue, ne peuvent être que le fait du président de la République qui est le seul élu. Ce qui, moi, m'ennuie, c'est qu'une fois qu'il a été élu, le président de la République n'est plus là. C'est-à-dire, au lendemain de sa prestation de serment ou de la composition du gouvernement, on ne voit plus du tout le président de la République. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter, on ne sent plus le président de la République. Pire encore, vous avez un certain nombre de défaillances que nous avons pu voir, qui sont les défaillances de choses de la vie de tous les jours, qui sont les défaillances dans la réalisation des projets, parfois de ses propres programmes, qu'il n'arrive pas à réaliser. Et c'est pas, quand je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les 31 décembre, il fait lui-même un diagnostic sans complaisance de la situation du Cameroun. Bien. Donc, on se demande, est-ce que ce président a la volonté politique? On a l'impression que, dans les éléments de la volonté politique, pour pouvoir changer les choses, elle est relativement difficile à apercevoir. Mais au-delà de la question de la volonté politique, a-t-il même encore simplement la capacité de changer les choses? Lorsque, ayant fait ce diagnostic, on l'a écouté encore il y a à peu près 18 ou 19 jours, il nous a dit, en brossant la situation du Cameroun aujourd'hui, quelles étaient les difficultés, etc. Mais dès que le 1er janvier arrive, on ne voit plus du tout l'aptitude de cet homme-là à essayer de changer quelque chose. Donc, il va déléguer le pouvoir à des gens qui, eux, n'ont pas, je vais revenir peut-être un peu, la légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas devant le peuple. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent très facilement s'abriter derrière l'incompétence parce que ce n'est pas eux qui sont là. Donc, cette façon de gouverner, au bout du compte, sur la durée, je pense, moi, au bout de 7 ans, plus 7 ans, au bout de 42 ans déjà. 42 ans plus, dans 7 ans, 49 ans, je ne suis pas certain que... Moi, je n'ai rien de particulier, encore une fois. Je ne dis pas ça pour... Moi, quand j'entends les gens dire le président de la République peut se représenter, c'est un truisme, ça va de soi. Et je pense même qu'avoir à l'affirmer est un peu, voilà, malsain dans la mesure où on n'a pas besoin de le dire. Ça va de soi. Parce qu'à côté de les autres disent qu'elle ne doit pas se représenter.
Quand les gens disent ne doit pas se représenter, c'est Un qu'il maître. ne peut pas se représenter. En face, d'autres personnes disent qu'il ne doit pas se représenter. Si vous allez- Est-ce que ce n'est pas aussi normal que d'autres disent qu'il doit se représenter? Si vous allez... Quand une question a été tranchée par la loi, Oui. tout débat dessus est, de mon point de vue, à mon avis, il doit emprunter à d'autres ressorts que le simple débat. Cela signifie donc que c'est un faux débat, comme vient de dire le professeur. Du point de vue légal. Oui, oui. Parce que la loi tranche le débat en question. Nous ne sommes pas... Mais il n'y a pas que la loi qui nous Pourquoi débattons-nous donc? Parce qu'il n'y a pas que la loi qui nous oriente. Tout à fait. Si on s'en tenait uniquement à la loi, Oui. il est évident qu'à partir du moment où la loi n'a pas fixé une limitation d'âge pour être candidat à une élection présidentielle, le problème ne se pose pas. Que le président de la République, au niveau de l'âge, même s'il a à 99 ans, s'il voulait encore se représenter à l'élection d'après, se représenterait. il pourrait se représenter. Merci beaucoup. Mais tel n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce mandat? Quand tu regardes dans le passé, tu vois la décrépitude dans laquelle on peut être aujourd'hui, un Cameroun qui a été laissé à l'abandon avec les problèmes de tribalisme, de corruption, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme et autres. Vous vous dites, ce bilan-là, lorsque vous n'avez pas, le président de la République a été élu, il avait 47 ans. Il avait 47 ans quand il est devenu président de la République. 49. 49 ans, d'accord. Si à cet âge-là, il n'a pas pu faire quelque chose qui pouvait être je vais dire, qui pouvait permettre, selon le président de la République a répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il le a dit 31 décembre. Il Qu'est-ce a qu'il a dit que dans son bilan, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu modifier, qui auraient pu être changées. Et il les a citées. Et au jour où je vous parle, on se demanderait s'il n'a pas pu le faire du temps où il avait la plénitude de ses moyens physiques. Parce qu'on peut parler, gloser à l'infini sur la loi. Je vais dire que la nature est également une loi. Voilà, donc la nécessité, la nature ne s'est peut-être pas écrit, mais c'est également une loi. Et donc si ça n'a pas pu être fait aussi facilement du temps où il avait la capacité, l'aptitude à le faire, Vous l'avez bien dit, on a compris. aura-t-il Merci, maître. plus de possibilités de le faire? Je pense que c'est un peu actuellement la mise en scène, la préparation des esprits à ce que l'actuel président va à nouveau se présenter. D'autant que, encore une fois, le président ne fait que se présenter, et une fois qu'il s'est présenté et qu'il a été élu avec l'appareil que je viens de vous décrire, il ne fait plus rien par la suite. Donc finalement, qu'est-ce que lui, il a à perdre? Merci. Je voulais juste terminer sur ce Oui, point en vous disant terminons, que maître. si on avait effectivement voulu que le président, et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec Ouattara, la préparation d'un dauphin, à aucun moment on ne voit dans l'ombre, je pense même que d'ailleurs en l'état actuel des choses, je me demande, quand je dis nous sommes pris entre deux feux, entre l'opposition d'une part et le pouvoir, moi je dis, même à l'intérieur du pouvoir, si vous nous interrogez ma conscience profonde, si Biya reste, ça me pose un problème. S'il s'en va, ça me pose encore un problème. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Oui, effectivement, parce qu'il nous laisse, donc, il nous laisse dans qu'est-ce que les... nous faisons? Si je peux prendre une minute de professeur Assira. Biya nous laisse dans l'impasse parfaite ici. À l'intérieur de son parti, Famen Ndongo est né en 51. Ou en 50. Voilà. Donc Famen Ndongo est âgé de 75 ans. C'est-à-dire c'est un grand-père. Et quand on interroge un grand-père, vous savez, il dit qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Famen Ndongo est l'un des plus chevronnés en termes de professorat au Cameroun et en Afrique. Il dit qu'il n'y a pas d'abonnés. Si les Famen Ndongo ne peuvent pas être abonnés, c'est de son droit. C'est une loi. C'est de son droit. C'est pour ça que je vais clarifier ma pensée. Parfait Aïssi est journaliste. Si on demande à Parfait Aïssi, est-ce qu'il peut accepter de diriger la CRTV et qu'il dise qu'il n'a pas d'abonnés, je vais le gifler. Parce que tu es déjà qualifié pour le faire. Mais lui, du grand frère je dis que tu n'as pas demandé qu'on enlève Chandongo. Mais si tu dis qu'il n'y a pas d'abonnés, ça veut dire qu'en dehors de Chandongo, quand Chandongo pourrait partir, la CRTV va rester à volo. Il y a des abonnés à l'intérieur du RDPC qui sont ostracisés. Très bien. Docteur Monon, il serait un abonné. Ah bon? C'est un abonné. On n'a même pas de numéro. Enfin, il faut préciser que le problème posé ces derniers jours n'est pas porté par l'opposition, le parti d'opposition. Ces derniers jours, on a suivi les leaders des formations politiques de l'opposition. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit que la candidature de Paul Biya gêne son parti politique.
Cabral Libi n'a jamais dit que la candidature de Paul Biya gêne son parti. Tomaino Damjoya n'a jamais dit cela. Le problème est porté par les acteurs sociaux, qu'on peut qualifier d'acteurs de la société civile. Le problème a été alimenté davantage par les évêques. Monseigneur Cléda, l'évêque de Ngaoundéré et celui de Yagua. Après, on a eu la sortie de la conférence épiscopale. Donc, il faut déjà préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que ce ne sont pas les opposants qui posent le problème. Ce sont les acteurs de la société civile, sauf si a établi des connivences entre la conférence épiscopale et les partis de l'opposition. Est-il possible que les évêques soient manipulés je ne crois pas, sauf à donner trop de pouvoir au professeur Maurice Kamto ou à Cabral. Moi, je n'ai pas parlé du professeur Kamto. Moi, je parle de l'opposition. Je parle de l'opposition, dont les figures de l'opposition. Parce que dire qu'ils ont été manipulés pour agir au nom des... Ce que je voulais juste vous faire savoir, c'est que nous ne devons pas donner l'impression que ce sont les partis d'opposition ou des leaders de l'opposition camerounaise qui demandent en l'état actuel des choses. Je voudrais vraiment aussi avoir votre regard là-dessus. Avez-vous l'impression que cette opposition camerounaise ou ces oppositions soient véritablement à même pour l'heure d'affronter une véritable élection? Est-ce qu'elle est prête, l'opposition, ou alors elle se focalise à parler des choses entre guillemets par moments inutiles? Est-ce que vous savez que si on organise une élection libre et transparente au Cameroun, quel que soit le candidat qui sera en face, Paul Biya sera battu? Ah bon? Oui, je dis bien quel que soit, parce que le problème ne se situe pas au niveau de l'opposition d'un parti X. Le problème se situe, comme je l'ai toujours dit, entre les en bas d'en bas et les en haut d'en haut, c'est-à-dire le bas peuple et les jouisseurs. Lorsque vous essayez de voir ce qui a été fait au niveau de la loi des finances, avec la pression fiscale, avec l'inflation qui ne fait que grandir, avec des situations sécuritaires non maîtrisables depuis des années. Si on prend par exemple le cas du NOZO, le dernier rapport d'International Crisis Group qui date de 2020 parlait déjà de près de 6 000 morts. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il est possible qu'un peuple qui est vraiment libre, qui s'exprime librement, puisse apporter son soutien à un ogre dominant qui totalise autant de contre-performances managériales? Donc, le problème ne se pose pas au niveau de la capacité de l'opposition à pouvoir battre Biya, mais en termes de liberté d'action au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer. Et cela commence donc par la libération totale du jeu. Il faut libérer le jeu électoral au Cameroun. Paul Biya nous a fait savoir l'autre jour qu'il n'avait jamais entendu que la coalition de l'opposition a eu à déposer des propositions chez lui à la présidence de la République. Ça veut dire qu'il ne regarde pas la télé, il ne suit pas les médias de manière générale, lui dit qu'il n'a jamais. Et entre-temps, si on tombe donc d'accord que Biya était sincère sur ce coup, sur sa parole, est-ce à dire donc que il y a des dossiers de la nation, des grands dossiers de la nation qui peuvent disparaître soit au niveau du courrier, soit au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, soit au niveau du cabinet civil. Et entre-temps, que fait donc Biya lorsqu'il apprend qu'on lui a caché un dossier aussi important? Donc, il a certainement donné des instructions. Non, il a dit à Tomaino Damjoya, à en croire le communiqué qu'elle a eu à produire, qu'il n'a jamais eu vent de ce genre de courrier au niveau de son service.